Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 10 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai dans un premier temps Fabrice Pankouk, le maire de Moutier qui est également conseiller régional. Focus ensuite sur la station des saisies dans le massif du Beaufortin, dans le cadre de notre rubrique Un jour une station. Et Sophie Sesmat sera là pour sa sélection d'objets anciens. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Pour les titres du journal, on va parler notamment d'un chantier très attendu qui va bientôt rouvrir. Oui, alors le chantier se termine. C'était le chantier de sécurisation de la route des Gorges de l'Arly. On verra un reportage de Juliette Vincent-Seigné et Philippine Potencier. Et puis un focus sur une association sociale et solidaire. Oui, les chantiers valoristes implantés en Savoie, c'est une association qui œuvre d'un côté pour l'insertion professionnelle et puis surtout pour le développement durable, le recyclage surtout des objets destinés à l'incinération. Merci. On va enchaîner peut-être avec la revue de presse. Je ne sais pas si on va enchaîner avec la revue de presse, je ne sais pas si c'est possible. C'est bon, finalement non, c'est bon. Merci Victoria, à tout à l'heure, tu reviens pour la revue de presse. On enchaîne avec notre rubrique dans l'actu. Je vous en prie, monsieur Fabrice Pankouk. Bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc maire de Moutier, conseiller régional et président de la Fédération des maires de Savoie. On va parler avec vous de la loi de finances 2019 qui pose un certain nombre de problèmes chez les élus de montagne dont vous faites partie. Tout à fait. Des problèmes qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs. C'est vrai qu'on s'était déjà vu il y a 1 an et demi pour déjà évoquer ce même souci. Tout à fait. On est effectivement maintenant dans l'application 2019 et on retrouve les mêmes difficultés que celles que nous avions depuis maintenant quelques années, sur lesquelles nous avons beaucoup insisté au cours de l'année 2018. Et toujours cette difficulté d'atteinte sur les budgets de nos collectivités par des dispositifs de l'État, ou je devrais dire plutôt par l'envergure des dispositifs tels qu'ils sont mis en place. Très concrètement, quels sont les points et quelles sont les mesures qui vous dérangent dans cette loi de finances 2019 ? Aujourd'hui, il y a 2 mesures principales qui impactent sur nos budgets. Le fonds de péréquation sur les recettes intercommunales et communales. On rappelle, pour les gens qui ne savent pas, le fonds de péréquation, qu'est-ce que c'est ? Alors le fonds de péréquation, c'est un dispositif national qui vient péréquer, équilibrer, selon des critères, et c'est ça l'objet du débat d'ailleurs, selon des critères qui qualifient qu'une collectivité peut être prélevée au bénéfice d'impôts communs qui profitent à d'autres collectivités du territoire national. Et du territoire national, ce qui est important, ce qui veut dire qu'on ne vient pas rééquilibrer sur un même territoire local, mais bien à une échelle nationale. C'est le premier sujet, celui-là. Le second, c'est la contribution au redressement des comptes publics, c'est-à-dire la contribution des collectivités au remboursement de la dette de l'État. Là où le sujet devient très difficile avec ce deuxième dispositif, c'est qu'en réalité, cette contribution des collectivités, elle vient impacter la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que l'État accompagne aux collectivités pour leur permettre de vivre. Et là où les choses se renforcent encore, c'est quand cette dotation globale de fonctionnement ne suffit pas, eh bien on vient récupérer directement sur l'impôt des collectivités, sur leurs recettes fiscales. Voilà. Et on se retrouve donc avec un dispositif que nous qualifions de DGF négative, c'est-à-dire dotation globale de fonctionnement, qui est en dessous de zéro, ce que nous dénonçons évidemment avec force. L'ensemble de ces 2 dispositifs, ça représente aujourd'hui des dizaines de millions d'euros sur un département comme celui de la Savoie. Donc c'est pas négligeable. De l'ordre de 15 millions pour la seule Tarentaise que je connais bien. Et donc c'est évidemment difficile. Sur une communauté de communes comme celle que je préside, Cœur de Tarentaise, c'est à peu près la moitié de la recette fiscale qui échappe directement. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'il y a un véritable décalage entre le ressenti de l'État et ce que vous vivez au quotidien ? On a effectivement une vraie difficulté. En 2012, nous avions animé un mouvement qu'on appelait les bérets blancs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ça s'est construit au moment où les bérets rouges, ou les bonnets rouges de Bretagne étaient actifs. Nous avons mis en place cette histoire de bérets blancs. On est allé dans le cadre du Congrès des maires pour déjà appeler vraiment et mettre en alerte sur les risques qui allaient peser fortement sur nos territoires touristiques de montagne. Parce qu'il y a vraiment cette singularité des territoires touristiques de montagne. Et à l'époque, nous n'avions pas été entendus. On a donc réinitié en 2017, vous passiez des images tout à l'heure de ce mouvement que nous avions lancé en septembre 2017. Et
on a lancé ça avec force. On a été reçus dans un certain nombre de ministères pour dire ce que nous avions à dire, faire des propositions. Mais là encore, une fois de plus, les choses n'ont pas été suivies, en tous les cas pas complètement entendues. Les parlementaires de Savoie, de Haute-Savoie ont évidemment suivi le mouvement que nous avons initié. On a proposé un certain nombre d'amendements. Il y a 9 propositions très précises qui ont été faites, qui ont été portées par nos parlementaires. Et là encore, tout ça a été rejeté et le gouvernement n'a pas souhaité aller dans cette direction. Donc effectivement, je peux venir à une conclusion qui fait dire que nous n'avons pas été entendus ou insuffisamment entendus au regard des singularités, des particularités de nos territoires. Vous diriez qu'aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile de diriger une collectivité en France? Oui. Je pense qu'on peut l'affirmer. C'est pas nouveau, en tout cas. Ça n'a pas l'air nouveau. Ça fait maintenant quelques années. C'est pas nouveau. Moi, je suis maire depuis 2001. Effectivement, c'est pas un sujet nouveau. En revanche, il y a eu une véritable accélération dans les dispositifs. On parle des finances beaucoup ce soir, et c'est le sujet, mais on pourrait aussi parler du contexte normatif, où on nous promet depuis maintenant bien des années que le contexte normatif va s'alléger. On voit bien que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc quand on a mis des difficultés financières à boucler les budgets parce que les prélèvements sont importants, on parle de plusieurs millions d'euros sur chaque collectivité aujourd'hui, sur ces questions de finances, qu'on vient ajouter un contexte normatif, eh bien il y a un moment donné où l'équation est évidemment difficile. Signe de ces difficultés, récemment, dans les derniers mois de cette année 2018, plusieurs maires de communes, notamment en Savoie, ont démissionné. C'est signe du malaise? Il y a des démissions qui sont en proportion effectivement un peu plus importante que ce que nous connaissions jusqu'alors. Toutes les démissions ne sont évidemment pas liées à ce contexte-là. Il peut y avoir des raisons très personnelles à une démission. Pour autant, dans les échanges que nous avons avec les élus qui décident de mettre fin à leur mandat, que nous avons avec des élus qui décideraient de ne pas être de nouveaux candidats dans 14 mois, on retrouve bien souvent effectivement cette difficulté. Aujourd'hui, l'exercice du mandat est devenu plus difficile. La responsabilité est aussi devenue plus prégnante. Et la somme de tous ces sujets fait qu'à un moment donné, pèse sur le dos des élus et des maires en particulier une difficulté plus importante. Ça contribue à ce qu'il puisse y avoir des démissions. Quelles peuvent être les solutions pour renouer le dialogue avec l'État, qui semble un petit peu rompu? Il y a beaucoup de choses à faire, sans doute. Mais l'écoute, et ça peut renvoyer d'ailleurs à d'autres sujets de notre actualité, l'écoute des difficultés des collectivités, c'est très important. Moi, je dois vous dire que je regrette beaucoup que le président de la République ne soit pas venu au Congrès des maires. Il avait pris l'engagement de venir. Première raison pour laquelle je regrette qu'il ne soit pas venu. Mais l'autre raison, c'est que nous avions vraiment des choses à lui dire, dans une actualité nationale d'ailleurs qui était particulièrement lourde. On se souvient aujourd'hui que les maires sont finalement le premier échelon de la démocratie. Quand ils sont réunis en congrès, c'est bien de venir les voir si c'est le premier échelon de la démocratie. Il ne faut pas s'en souvenir qu'uniquement lorsque les difficultés sont devenues tellement insupportables qu'on se rend compte qu'on ne peut pas les traiter au seul échelon central. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, effectivement, rétablir une relation de confiance. On juge trop souvent les élus de manière sévère en laissant à penser qu'ils ne seraient pas responsables de leurs actes et qu'il faudrait toujours être dans la contrainte. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'être dans des mesures d'accompagnement. Troisième élément, de savoir reconnaître qu'il y a une France des territoires. Tout ne ressemble pas à Paris ou aux grandes métropoles. Et ici, nous avons cette chance des territoires de montagne, des territoires touristiques de montagne. Il faut qu'on puisse être reconnu dans cette singularité. Et reconnaître cette singularité, c'est aussi entendre qu'à un moment donné, certaines dispositions de ressort national sont plus difficilement applicables chez nous. Moi, j'ai toujours défendu l'expérimentation. Il faut que l'on puisse aller dans ce droit à l'expérimentation de manière plus approfondie que ce que nous faisons aujourd'hui. Ça serait un pas très important où je suis certain que beaucoup pourraient se reconnaître. Dernière chose, avant de se quitter, j'aimerais avoir votre avis, votre sentiment sur un dossier qui bouscule, qui fait beaucoup parler dans la sphère politique, le projet de fusion, en tout cas l'idée d'une fusion entre Savoie et Haute-Savoie.
Alors d'abord, c'est un sujet dont il ne faut pas parler que dans la sphère politique, parce que ça transcende évidemment tout ce qui fait nos deux départements. Moi, je trouve que cette idée, et ce n'est pas d'aujourd'hui, je trouve que cette idée de longue date est une très bonne idée, et je la défends en tous les cas à mon niveau. C'est une bonne idée dans la mesure où, telle qu'elle est proposée, ça n'est pas simplement l'addition de deux départements, mais c'est savoir se transcender bien au-delà. Et c'est le conseiller régional qui vous le dit, je ne le vis pas comme une atteinte à la région, mais plutôt comme l'organisation d'un partenaire plus fort que ce que les deux départements peuvent être aujourd'hui. Nous avons d'abord une histoire, une culture, nous avons aussi des compétences qui font nos richesses, qui ne demandent qu'à se retrouver pour aller plus loin. Et puis, ça permet de s'adresser à une région, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, mais ça permet aussi de s'adresser à un État en étant sans doute plus organisé, plus fort sur des compétences qui nous sont tellement propres qu'elles font notre attractivité, notre singularité, et qu'il faut pouvoir se retrouver ensemble pour pouvoir les défendre, et puis peut-être aller d'ailleurs au-delà des seules compétences que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui ferait toute la richesse de ce projet. Ça semble pour le moment mal embarqué quand on a pris connaissance de la réaction de la décision du conseil départemental de Haute-Savoie pour le moment. C'est pour ça que ça ne doit pas être qu'un avis des élus. Et quand je regarde, quand j'écoute ce qui se dit dans la société d'une manière générale, je ressens quand même beaucoup de volonté, que ce soit d'un côté de la frontière ou que ce soit de ce côté ici en Haute-Savoie, lorsque j'ai l'occasion de venir, et ce qui arrive assez souvent. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, on passe à notre revue de presse avec Victoria de retour sur le plateau. Alors, tu as décidé de nous parler d'une chose assez étonnante, puisqu'on a découvert que plusieurs villes américaines portaient un nom de commune savoyarde. Et oui, savais-tu qu'Albertville se situe en fait dans le Wisconsin aux États-Unis, Cray en Californie et Gap en Pennsylvanie. Le Dauphiné libéré s'est en effet amusé à retrouver donc, toutes les villes homonymes de villes de la région aux États-Unis. La rédaction a même créé une carte interactive qui permet de savoir si sa ville a un homonyme américain. Et il s'avère que les Américains, justement, ont repris de nombreux noms, notamment savoyards. Il y a par exemple 3 Albertville aux États-Unis, mais il existe aussi Paris au Texas. Donc une information assez marrante à retrouver sur le site du Dauphiné. Et puis une nouvelle application proposée par la commune d'Annecy. Oui, c'est la ville d'Annecy qui a envoyé ses vœux sous la forme d'une vidéo. Elle en a profité pour introduire sa nouvelle application BIP. BIP pour besoin d'intervention publique, une application de signalement pour permettre aux habitants d'alerter la ville en cas de problèmes constatés sur la voie publique. Donc ça peut être de la propreté, des espaces verts, des dégradations, etc. On ne connaît pas encore la date exacte de mise en service, mais on sait que cette application sera complétée dans le courant du printemps par le nouveau site internet de la ville. Et on regarde la vidéo justement de la ville. On aura sans doute l'occasion de reparler de cette application dès qu'on connaîtra notamment sa date de sortie. C'est noté. Seb, tu nous parles gastronomie ? Oui, puisque le célèbre guide gastronomique Goemio, qui a souvent honoré les chefs de Savoie-Mont-Blanc, vient d'être vendu à une famille russe. C'est tout un pan de l'histoire qui change. Les nouveaux propriétaires se sont d'ores et déjà engagés à investir plusieurs millions d'euros dans le digital et l'international pour développer le guide. Côme de Chérizet, le propriétaire du guide, a donc vendu 100% des actions à cette famille russe liée à la banque publique VTB. Lancé il y a maintenant 46 ans, le célèbre guide jaune est tiré chaque année à 40 000 exemplaires. Il est présent dans 20 pays. Et d'ailleurs, cette transaction coïncide avec la sortie de la première édition en russe en 2017 du célèbre guide Goemio.
Et puis une histoire de circulation pour le moins incongrue. Oui, incongru, c'est le mot, c'est le terme. C'est à retrouver sur le site de France Info. Deux conducteurs de poids lourds, un Italien et un Roumain, se sont retrouvés coincés pendant 10 heures sur la route départementale 927 qui mène au col du Glandon en Savoie. Ça s'est passé ce mercredi. Ils avaient tout bonnement suivi leur GPS qui les a conduits sur cette route sinueuse, enneigée et inadaptée. Selon les premières informations et selon les premiers témoignages, ce sont les GPS qui sont incriminés puisqu'ils n'auraient pas été bien configurés et leur destination en région parisienne avait comme homonyme un hameau dans la vallée des Villars. Mais attention, on ne rigole pas puisqu'une pareille mésaventure est arrivée ce matin à deux de nos collègues qui se reconnaîtront. Merci Victoria. Comme quoi, il ne faut pas toujours faire confiance à la technologie. À la technologie. Allez, on passe à notre rubrique Un jour, une station comme chaque jour de cette saison hivernale. Bruno Clément, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes le directeur général des saisies tourisme, office de tourisme des saisies. Commençons déjà cette peut-être première interview par une petite présentation des saisies, notamment d'un point de vue géographique. Alors la station des saisies se situe à peu près à 30 minutes d'Albertville et à 30 minutes de Megève, donc c'est dans le Beaufortin, mais à proximité du Val d'Arly. Alors un de vos atouts principaux, c'est notamment la vue imprenable sur le Mont Blanc. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être sur un col avec un panorama à 360 degrés, la vue sur le Mont Blanc, et voilà, on est à 1650 mètres d'altitude. Et c'est vrai que ce panorama à 360 degrés est vraiment apprécié par nos clients. Vous jouissez aujourd'hui d'une image d'une station familiale. En quoi c'est important justement pour vous ce côté station à taille humaine ? C'est important parce que c'est déjà nos valeurs d'origine, c'est-à-dire qu'effectivement la taille humaine fait que à la fois les commerçants sont connus et reconnus par les clients, nous on connaît bien nos clients, on a un taux de fidélité qui est important. Et le côté familial est important pour nous parce que voilà, on a aussi un profil de pistes et également de paysages, encore une fois, ouverts qui rassurent sur une montagne rassurante. Vous faites partie du domaine skiable Espace Diamant avec 4 autres stations. Quelle est l'importance d'une mutualisation là comme ça on a l'impression que ça devient obligatoire aujourd'hui de se regrouper sous une entité. Oui, c'est vrai que l'Espace Diamant, c'est à la fois déjà pour de la promotion. C'est quand on veut attaquer un petit peu des marchés internationaux ou même aller chercher une clientèle française qui ne nous connaît pas, c'est plus facile de faire des actions de promotion ensemble. On mutualise des budgets. Puis on s'aperçoit bien que la clientèle a ce besoin d'être rassurée par au nombre de kilomètres de pistes. Donc voilà, le fait de rassembler ce domaine skiable, ça donne une vraie crédibilité à notre domaine. Alors par rapport aux pistes, justement, vos infrastructures sont plutôt récentes en ce qui concerne notamment les télésièges débrayables. C'est des équipements qui sont récents ? Oui, c'est des équipements qui sont récents, qu'on essaie de changer le plus régulièrement possible. Voilà, après, il faut aussi avoir des rentrées d'argent pour le faire. Mais c'est un vrai plus pour la clientèle, parce que du coup, on a aussi un temps pour monter sur les sommets qui est plus rapide, un vrai confort. On est sur un standard quasiment maintenant à 6 places, et puis à 4. Donc voilà, on a un débit qui est plus important. Les vacances de fin d'année se sont terminées maintenant 4-5 jours. Quel bilan vous tirez du côté des Cédides ces vacances? Ça a été plutôt un bon cru? Un très bon cru, oui, un excellent bilan. Voilà, on avait de la neige, des conditions météo qui étaient vraiment très favorables. Du soleil, pas de température trop froide, juste ce qu'il fallait pour conserver la neige. Donc c'est vrai que les clients étaient vraiment ravis. Et puis voilà, et puis je pense que dans le contexte dans lequel on était, les gens avaient envie de penser un peu autre chose, de s'amuser, de rigoler, puis de dépenser un peu d'argent. Donc voilà, tout le monde s'est fait plaisir, tout le monde est reparti avec un grand sourire. Et bon, émerveiller nos clients, ça reste notre mission principale et c'est réussi. Vous me disiez, là, lorsqu'on préparait l'émission, ces derniers jours, il y a encore un peu de neige qui est tombée, c'est toujours bon à prendre? Oui, c'est bon à prendre, parce que à la fois, ça renouvelle la qualité du domaine skiable voilà, avec un damage. Et on a repris 15 cm de neige, c'est très important. Puis ça met un petit coup de peinture sur les sapins, donc ça fait des images qui sont grandioses. Et c'est vrai qu'on est aussi maintenant dans des générations où on aime bien se prendre en photo, on aime bien faire vivre ses vacances à d'autres personnes. Donc quand c'est des images comme ça, c'est extrêmement positif pour nous et pour nos clients. On le voit sur les images, votre station elle est aussi connue pour la pratique du ski nordique. Vous avez ouvert d'ailleurs assez tôt dans la saison le domaine nordique. Oui, alors c'est vrai que cette année, on a ouvert de bonne heure, puisqu'on a ouvert quasiment le 10 novembre notre domaine nordique, avec une neige qui datait de l'an dernier. On utilise une technologie qui s'appelle le snow farming. Donc on va stocker de la neige, à peu près 8000 m3. Voilà. Donc après, on remet de la sciure dessus sur 40 cm d'épaisseur. Et cette sciure va permettre d'isoler justement et de protéger la neige. On perd à peu près 20% de neige. On a ouvert du coup de bonne heure et on a ravi, avec une boucle qui faisait 1 km, on a ravi tous les fondeurs qui voulaient pratiquer, qui, voilà, forcément, ça démange un petit peu en début de saison. Et tout le monde s'est régalé et c'est un vrai plus. Le snow farming, c'est une technique qui a définitivement fait ses preuves? Oui, alors nous, on l'avait utilisé en événementiel d'abord sur le Tour de France, lors du passage du Tour de France, qu'on avait ouvert une piste de ski alpin
mi-juillet. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement appréciable en termes de communication. Pour les clients aussi, puisqu'on a des gens qui n'avaient jamais fait de ski de leur vie, qui étaient chez nous l'été, qui ont pu en bénéficier. Et voilà, donc dans les pays nordiques, ils l'avaient utilisé depuis à peu près une dizaine d'années déjà. Mais voilà, maintenant on l'utilise et c'est vrai que ça a ravi tout le monde. Ça permet de sécuriser l'enneigement de début de saison. Quels sont les quelques événements là, à ne pas rater d'ici la fin de la saison, au mois d'avril? Alors déjà, on aura le Bonapeschi là, le 20 janvier, qui est un rallye gourmand sur les pistes. Donc on fait du ski et puis on peut déguster des plats, forcément la gastronomie locale avec nous pour le Beaufort. Après, on a l'Allée Carreau de mois de mars, voilà, une course de chiens de traîneau. Les Jeux aériens, qui est un événement traditionnel, un rassemblement de montgolfières. Et puis notre traditionnelle Étoile des saisies qui aura lieu début avril, qui est également championnat de France, longue distance. Donc les meilleurs Français du Nordique qui seront présents au départ ont un beau spectacle. Un mot sur une de vos ambassadrices, Justine Breza, la biathlète déjà auteure d'un podium en ce début de saison de Coupe du Monde. C'est important aussi de pouvoir compter sur une athlète de haut niveau qui fait la promotion via son sport de votre station. Oui, c'est très important pour nous parce que bon, elle symbolise vraiment les valeurs du territoire et de notre belle station. Ça fait rêver les gens. C'est vrai que le biathlon a pris une ampleur ces dernières années très importante. Donc voilà, Justine fait rêver les gens. Elle est aussi vraiment très très présente aux saisies, très abordable. Voilà, on avait déjà notre ambassadeur alpin, Franck Picard, très abordable aussi. Donc on est vraiment dans ce même registre. Puis on a eu la chance aussi d'avoir Martin Fourcade qui est venu s'entraîner quelques jours en arrière. Et donc vraiment autour du biathlon, un vrai engouement. Puis on a Julia Simon, notre autre ambassadrice, qui commence à se rapprocher de Justine. Donc la chance d'avoir deux filles qui performent en Coupe du Monde. Voilà, des moments extraordinaires qui symbolisent encore une fois vraiment nos valeurs. Ça a dû être une sacrée fête au mois de février à son retour des Jeux Olympiques avec cette médaille autour du cou. Oui, c'est vrai qu'on a organisé des festivités avec un beau feu d'artifice. Il y avait à peu près 4000 personnes. Donc vraiment un moment grandiose. Et puis tout le monde avait l'image des Jeux qui reste en France quand même un moment extraordinaire que tout le monde se rappelle. Voilà. Puis on a revécu forcément l'époque de Franck Picard, donc, et puis des Jeux Olympiques aux saisies. C'est vrai que le Nordique était très présent en 92. Et du coup, on a revécu des moments extraordinaires pour des bénévoles qui étaient là. Et puis les touristes aussi qui ont vu briller les athlètes au plus haut niveau. Donc ça fait resplendir tout le monde. Merci beaucoup, Bruno Clément. Merci à vous. Vous faites une bonne fin de saison, enfin, en tout cas encore une bonne saison. Merci, vous aussi. Allez, on passe à notre rubrique Curiosité d'hier avec Sophie Sesmat. Salut Sophie. Salut. Meilleurs vœux, bonne année. Bonne année à toi. Alors j'imagine que pour cette année 2019, tu as encore plein de choses à nous faire découvrir. Ah ouais. Ce soir, on va parler notamment de l'épiphanie avec la fabuleuse histoire de la fève. Mais oui, bien sûr. Tu la D'où connais? ça vient ça? Non, alors, j'adore ça, mais je ne connais pas l'histoire. T'adores la galette des rois. Tu aimes la frangipane. Tu fais J'adore partie de ces Français qui Ah aiment oui. la frangipane. Donc, tu es un puriste. Un purée, T'achètes un vrai pas de les vrai, galettes non. des rois. Avec les fruits confits, non, moi je suis vraiment frangipane. Non, mais tu sais mais je ne connais pas l'histoire par contre. Tu sais que maintenant, on en fait aussi à la poire au chocolat. Je sais. Moi, j'aime bien. Alors, l'histoire de la galette, elle se divise en deux parties. On a d'abord l'histoire de la fève d'un côté, la fève légumineuse qui est en fait la petite fève, quoi, un peu le haricot. Il faut savoir qu'à cette époque-là, à l'époque de cette fève, on la découvre en Égypte. En Égypte, on se rend compte que finalement, la forme de la fève, ça évoque l'embryon. Donc on va lui attacher des vertus de santé, de longévité, finalement pas mal de choses assez symboliques, bénéfiques. Et figure-toi que quand tu n'étais pas embaumé dans l'Égypte ancienne, eh bien, tu avais la possibilité d'être enterré dans un champ de fèves. Ben oui. Et comme ça, eh bien, on pensait que tu pouvais te réincarner. Alors peut-être pas en fève, mais comme en fait la fève, c'est vraiment la forme de l'embryon, on pense que grâce à cet embryon, eh bien, tu peux avoir éventuellement une autre vie. Alors la fève légumineuse, eh bien, on va s'en servir pendant toute l'histoire de l'humanité. Elle va servir par exemple chez les Romains à voter. Donc quand tu as une fève noire ou une fève blanche et que tu dois acquitter ou condamner quelqu'un, eh bien, en fonction de la fève que tu vas donner, tu diras si tu acquittes ou pas la personne ou si tu la condamnes. On sait aussi que dans les mariages, au Moyen-Âge, il y a toujours cette histoire de fèves qui ressort, de fèves dans des gâteaux de temps en temps. Et là encore, quand on tire la fève, on va être chanceux pendant toute l'année. Alors, on va revenir à l'idée de la galette. Je veux savoir, à partir de quand on a décidé d'associer la fève à la galette? Chez les Romains. C'est les Saturnales. Alors, au départ, c'est une fête païenne. Alors, tu sais, il y a beaucoup de fêtes religieuses qui, en fait, viennent recouvrir une fête païenne. Les Saturnales, elles avaient vocation... Alors, c'est très drôle parce que si tu connais un petit peu l'histoire de la Rome antique, tu sais que c'est une société pyramidale qui est très, très hiérarchisée. On sait qu'un esclave reste esclave, et puis qu'un maître va rester maître toute sa vie. Le jour des Saturnales, alors, la fête des Saturnales, elle est un peu flottante entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Et c'est un énorme banquet pendant
dans lequel le maître un grand propriétaire terrien va inviter l'ensemble de son personnel à un banquet. Et à l'occasion de ce banquet, au moment du gâteau, le plus jeune va aller sous la table, tradition qu'on a toujours. Qui est toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Et donc il va aller sous la table et on va couper un immense gâteau dans lequel on aura mis une fève. Alors c'est toujours un légume, hein. C'est toujours ce petit haricot qu'on va mettre. Et celui qui va gagner la fève ce jour-là, alors généralement on s'arrangeait pour que ce soit un esclave qui gagnait la fève, cet esclave-là, ce jour-là, il va prendre la place du roi, du propriétaire pendant toute la journée. Et donc ce sera le chef de toute la maisonnée pendant toute la journée. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une loi qui dit quand même qu'il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il ne peut pas, par exemple, frapper son maître, mais par contre, il a le droit de lui donner des ordres, de lui demander de lui servir de l'eau, de lui masser les pieds, de lui apporter des nouveaux vêtements. Et à la fin de la journée, il est tué symboliquement et il redevient esclave. Il retrouve son Terminé, rang c'est fini. Et alors, figure-toi, parce que j'ai eu que 2 objets, donc j'ai un peu de temps quand même pour parler. Il reste 3 minutes. C'est ce qu'on vient de me dire, dans l'oreillette. Et du coup, en fait, donc les fèves qu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'elles viennent d'Allemagne. Elles ont été faites à partir de 1873. Donc, ce sont des fèves en porcelaine. Les premières, elles sont en forme de petits baigneurs, ce qu'on appelle des petits bébés. C'est seulement 20 ans plus tard qu'on va décider de faire d'autres formes de fèves, religieuses, mais aussi porte-bonheur. Bref, plein d'autres sujets. Moi, j'ai eu une casquette avant-hier. Ouais, pas mal. Moi, j'ai eu l'âge de glace. On fait ce qu'on peut. On se met dans la modernité. Et en fait, aujourd'hui, que cherchent les collectionneurs? Et bien justement, c'est des séries entières. Donc, tous les sujets d'un dessin animé, tous les sujets d'une BD. Et donc, on les appelle les fabophiles ou les cuamophiles. Mon deuxième objet, maintenant, il faut que je me dépêche, c'est la carte postale. Tu sais que... Enfin, la carte de vœux. Parce que tu sais que c'est la période pendant laquelle on va s'envoyer des cartes de vœux. Alors, moi, j'ai décidé de présenter des cartes de vœux qui datent d'entre 1900 et 1910. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont truffées de symboles. C'est les plus chères et les plus rares sur le marché. Ah oui, petit aparté pour les fabophiles. Je ne sais pas si tu sais, mais un collectionneur de fèves peut dépenser jusqu'à 500 € pour une pièce. Ah oui. Ah, pas mal quand même. Alors que bon, les cartes postales, c'est quand même beaucoup moins cher. Hein. Une jolie carte postale comme ça, c'est moins de 10 €. Et alors, c'est très drôle parce que tu vois, donc, on a plein de symboles. Là, on a les dés. Donc, on va souhaiter bonne fortune à quelqu'un. On a aussi le trèfle à 4 feuilles. On a les enfants qui sont éternels symboles de jouvence, de jeunesse. En fait, quand on les décrypte, on voit aussi la coccinelle. On va voir les fleurs. Le cochon, qui est symbole de prospérité et d'abondance. Tu sais qu'autrefois, un paysan ne mange pas de la viande tout le temps. Parfois, il n'en mange que 2 fois par an quand il est vraiment pauvre, à Pâques, qui est la fête principale des chrétiens. Mais celle-là, c'est la plus kitsch. Elle était pour toi. Bonne année, Seb. Et... donc, il arrive quand même de temps en temps qu'on se souhaite plein de bonnes choses. Alors, le seul symbole que je n'ai pas trouvé sur ces cartes de vœux anciennes, c'est celle qui permet de souhaiter une bonne santé. Alors, j'ai cherché un peu pourquoi est-ce qu'on ne se souhaitait pas bonne santé autrefois. Je pense simplement parce que l'espérance de vie est en fait très courte. Ouais, et que, par exemple, dans nos montagnes, l'espérance de vie en 1900, c'est guère plus de 50 ans. Et du coup, on ne prend effectivement pas le risque. Par contre, on se souhaite bonne fortune pour avoir de l'argent. Donc, on va mettre des piécettes, on va acheter des cartes avec des petites pièces. Finalement, il y a plein de symboles. Il faut vraiment prendre le temps de les regarder. Là, tu vois, tu as du hou et du gui, qui sont véritablement les végétaux. Donc il y a toujours une signification. Voilà, et en fait, il faut vraiment prendre le temps de les regarder parce qu'elles ont elles recèlent de plein de symboles et de gris-gris. Est-ce qu'il y a une date limite pour envoyer ces cartes de vœux? 31 janvier. 31 janvier, donc on a encore 3 bonnes semaines. C'est fini. Après, ça n'a plus de symbolique. On a plus longtemps que ça. Après, je pense que si c'est sincère et que tu envoies tes vœux le 5 février, ça ira quand même. Mais non, principalement, je pense que dans la tradition, dans la bienséance, je dirais, on envoie ses vœux jusqu'au 31 janvier. Après, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour cette année 2019 ? Plein de beaux objets. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt, À très bientôt. Victoria est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 10 janvier 2019. On va parler des gorges de l'Arly qui vont enfin rouvrir. Oui, la route était fermée ces derniers jours pour la finalisation des travaux de sécurisation. Elle va réouvrir au moins jusqu'au printemps. On verra plus de précisions dans le journal. Et puis une initiative solidaire. On parle de l'association Les Chantiers Valoristes. Fanette Debuisson est allée à la rencontre de cette association qui œuvre pour l'insertion professionnelle et surtout pour le développement durable. Merci beaucoup Victoria. Tout de suite, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de la rédaction. À tout de suite.